Bienvenue dans un voyage épique à travers le cœur d'Athènes, au sommet de sa grandeur et de ses luttes intérieures. Au travers des yeux de Callias, un esclave né dans l'ombre des temples et des marchés d'Athènes, nous plongeons dans une époque de tension sociale, de courage et de sacrifice. Suivez la quête de la fraternité de l'Aube, un groupe déterminé à renverser un ordre ancien, uni par l'espoir d'un futur plus juste. Alors que vous écoutez, imaginez la poussière des rues d'Athènes, le murmure des débats à l'agora, et l'éclat d'une révolte qui façonne l'histoire. Dans les ruelles sinueuses et poussiéreuses d'Athènes, le tumulte des marchés résonnait comme une mer agitée. Les cris des marchands, vantant la fraîcheur de leurs fruits ou la qualité de leurs étoffes, se mêlaient au martèlement des sabots sur les pavés. Les esclaves, silhouettes silencieuses et courbées, allaient et venaient, leurs mains chargées de poids, leurs regards baissés, invisibles aux yeux de ceux qu'ils servaient. Callias avançait parmi eux, un panier rempli d'olives mûres sur l'épaule. Ses pieds nus foulaient les pierres inégales du marché, et sa peau, hâlée par le soleil, portait les marques des années d'asservissement. Il était esclave depuis sa naissance, une existence définie non par ce qu'il était, mais par ce qu'il représentait, une possession, un outil au service de Lycomède, un marchand prospère. Malgré tout, Callias n'était pas comme les autres. Ses yeux sombres, d'une profondeur inhabituelle, fixaient les scènes de la vie quotidienne avec une curiosité intense. Il n'était pas seulement un témoin des abus, des coups et des humiliations infligées aux siens, il était aussi un observateur attentif du monde au-delà de ses chaînes. Et dans cet esprit enfermé naissait une étincelle, faible mais persistante, un rêve de liberté. Un soir, alors que la lueur dorée du soleil déclinant baignait la cité, Callias trouva un rare moment de répit dans les entrepôts de Lycomède. C'est là qu'il rencontra Hélion. Plus âgé, avec des cheveux poivre et sel et un regard acéré, Hélion travaillait dans l'ombre, discret mais habité d'une force tranquille. Contrairement à beaucoup, il avait appris à lire et à écrire en secret, puisant dans les fragments de parchemins abandonnés ou volés. Callias, murmura-t-il en le voyant s'approcher, ton esprit semble vagabonder loin de ces murs. Intrigué, il hocha la tête. Ce monde est une cage, Hélion. Mais parfois, je rêve de ce qu'il y a au-delà. Hélion sourit, un sourire chargé de compréhension et de défi. Il sortit de sous son manteau un petit rouleau de parchemin jauni. Lis ceci. Callias fronça les sourcils. Je ne sais pas lire. Alors je te l'apprendrai, répondit Hélion, le ton empreint de défi. Ainsi commença une série de nuits volées, où Hélion enseigna à Callias non seulement l'art des mots, mais aussi les idées contenues dans ses écrits. Ce furent des œuvres interdites, des pensées radicales de philosophes qui osaient défier l'ordre établi. Il parlait de justice, d'égalité, de la valeur intrinsèque de chaque être humain. Chaque mot allumait une flamme dans l'âme de Callias. Les vérités qu'il découvrait ne pouvaient être ignorées. Le monde qu'il voyait le jour semblait de plus en plus insupportable à la lumière de ses idées. Un soir, il posa le parchemin sur ses genoux et fixa son nouvel ami. Si tout cela est vrai, pourquoi sommes-nous encore ici, enchaînés? Pourquoi personne ne se lève? Hélion soutint son regard avec gravité. Parce que nous avons oublié que nous avons une voix. Mais toi, Callias, tu pourrais être celui qui nous la rend. Ces mots résonnèrent dans le silence de l'entrepôt, comme un écho dans le cœur de Callias. Pour la première fois, il comprit que ses rêves n'étaient pas des fantaisies solitaires, mais des graines prêtes à germer dans les âmes de ses semblables. Dans l'obscurité de cette nuit-là, parmi les tonneaux d'olives et les odeurs de terre, une décision naquit. Callias n'était plus simplement un esclave. Il était un porteur d'espoir, un homme en quête d'un destin qui changerait la face d'Athènes à jamais. Les nuits d'Athènes, calmes en apparence, dissimulaient une agitation nouvelle. Tandis que les citoyens libres s'abandonnaient au sommeil ou à leur festin, une énergie discrète, presque imperceptible, s'emparait de ceux que la société considérait comme invisibles. C'est dans l'ombre d'un entrepôt abandonné, à la périphérie du port, que Callias et Hélion posèrent les bases de leur mouvement.
Nous ne pouvons plus attendre, déclara le jeune esclave, son regard illuminé par une détermination inédite. Nous devons agir, mais avec prudence. Notre force viendra de notre unité. C'est ainsi que naquit la fraternité de l'Aube. Hélion, maître des mots et des symboles, conçut un rituel simple mais puissant. Chaque nouveau membre devait prêter un serment devant une lampe à huile, symbole de lumière dans les ténèbres. Les mots résonnaient comme une promesse sacrée. Je jure de défendre la liberté et la justice, de protéger mes frères et sœurs, et de ne jamais révéler les secrets de la fraternité. Que l'aube guide mes pas. Callias, debout près de la flamme vacillante, observait chaque visage. Des hommes et des femmes de tous âges se tenaient là, vêtus d'habits simples, leurs mains marquées par le labeur. Mais dans leurs yeux brillait quelque chose de nouveau, l'espoir. Les premières semaines furent consacrées à la formation. Hélion enseigna l'art de la communication secrète, en utilisant des codes simples cachés dans des dessins ou des marques gravées discrètement sur les murs. Des signaux de fumée et des sifflements codés furent mis au point pour alerter les membres en cas de danger. Callias, quant à lui, entraînait les membres à l'art de la dissimulation. Dans ce combat, notre arme la plus puissante est l'ombre, disait-il. Soyez partout et nulle part à la fois. Le groupe grandit rapidement. Chaque membre de la fraternité recrutait discrètement des esclaves partageant leurs idéaux. Ils venaient de tous les secteurs, des domestiques dans les maisons luxueuses, des artisans dans les ateliers, des dockers au port. Leur position stratégique leur permettait d'obtenir des informations cruciales sur les mouvements de leurs maîtres et sur les failles du système. Une nuit, lors d'une réunion dans l'entrepôt, Callias se leva devant la fraternité. Nous avons assez attendu. Il est temps de montrer que nous existons, que nous ne sommes plus des ombres. Nous accomplirons un acte symbolique, une première étincelle pour allumer le feu de notre cause. Le plan était audacieux mais non viol. Les esclaves de la fraternité décidèrent de gravir discrètement la colline menant à l'agora et de déposer des lampes à huile allumées en divers endroits stratégiques, chaque lampe portant le symbole d'une étoile gravée. Dans la nuit noire, Athènes s'illumina de points de lumière, comme si les étoiles elles-mêmes étaient descendues pour témoigner d'un changement imminent. Les citoyens libres se réveillèrent au matin pour découvrir les lampes, accompagnés d'un simple message gravé sur des tablettes d'argile. L'aube se lève. Justice pour tous. Ce geste provoqua un émoi considérable. Les maîtres des esclaves comprirent que quelque chose de nouveau, de dangereux, prenait racine dans leur cité. Les rumeurs circulèrent rapidement, certains craignant une révolte violente, d'autres admirant secrètement le courage de ces ombres rebelles. Pour la fraternité, c'était une victoire. Ce premier acte avait éveillé les consciences. Callias, observant les réactions depuis l'entrepôt, murmura à Hélion. C'est le début. Nous ne sommes plus silencieux. Athènes commence à entendre notre voix. Dans l'obscurité de la cité, une lumière persistait, porteuse d'un rêve plus grand que ses porteurs eux-mêmes, celui d'un monde où les chaînes invisibles seraient brisées, une fois pour toutes. Le cri d'Agathon déchira l'air étouffant de l'après-midi athénien. La place du marché, d'ordinaire bruyante, se figea dans un silence horrifié alors que le jeune esclave, à peine adulte, était traîné par son maître, un aristocrate nommé Timocrate, connu pour sa cruauté. Pour un simple accident, Agathon fut soumis à un châtiment public, humilié et fouetté devant la foule indifférente. Callias, présent au marché ce jour-là, sentit son sang bouillir. Chaque coup porté au dos du jeune homme semblait résonner dans son propre corps. Ses poings se serrèrent, et ses pensées s'assombrirent. Il savait que ce moment serait gravé dans leur mémoire collective. Ce n'était pas qu'un acte de barbarie, mais une déclaration, les esclaves étaient des biens, sans voix, sans valeur. La nouvelle de l'injustice se propagea rapidement dans la fraternité de l'Aube. Lors d'une réunion convoquée en urgence dans l'entrepôt, l'air était chargé d'émotion. Hélion prit la parole en premier, sa voix tremblante de colère.
Ce qui est arrivé à Agathon n'est pas un acte isolé. C'est le reflet de ce qu'il nous réserve si nous ne nous levons pas. Les murmures de colère se transformèrent en un brouhaha d'indignation. Callias se leva alors, dominant l'assemblée de sa stature et de sa détermination. Mes frères et sœurs, ce jour marque un tournant. Nous avons vu ce que le prix du silence coûte, la dignité, le sang, la vie. Mais aujourd'hui, nous choisissons un autre chemin. Il fit une pause, ses yeux balayant la foule. Nous ne pouvons plus attendre. L'heure est venue de frapper. Pas par vengeance, mais pour la liberté. Non pour la destruction, mais pour un avenir où nos enfants ne connaîtront pas nos chaînes. L'idée d'une révolte mûrissait depuis des semaines, mais l'urgence imposée par l'injustice faite à Agathon accéléra les préparatifs. Callias proposa une date, la prochaine nuit de nouvelle lune. L'obscurité sera notre allié. Ils ne verront pas d'où vient le vent du changement. Hélion coordonna les détails avec une précision méticuleuse. Les rôles furent attribués, certains devaient désarmer les gardes dans les grandes demeures, d'autres saboter les portes pour empêcher les renforts d'arriver. Un groupe infiltrerait les stocks d'armes de la ville, tandis que d'autres diffuseraient des messages dans toute Athènes pour rallier plus de partisans. Agathon, bien qu'affaibli, insista pour participer. « Je ne peux pas rester à l'écart, dit-il, les yeux brillants d'une rage contenue. Ce qu'ils m'ont fait, ils le feront à d'autres. » La veille du soulèvement, Callias rassembla la fraternité dans une clairière à l'extérieur de la ville, à l'abri des regards indiscrets. Sous un ciel étoilé, il prit la parole. « Regardez autour de vous, dit-il, sa voix résonnant dans le silence. Vous n'êtes plus seuls. Vous n'êtes plus esclaves, mais frères et sœurs unis par une cause. Ce que nous faisons demain marquera le début d'un monde nouveau. » Il fit une pause, posant une main sur l'épaule d'Agathon. « Nous ne pouvons effacer les souffrances du passé, mais nous pouvons bâtir un avenir où aucun enfant ne grandira enchaîné. Oui, le chemin sera difficile, et certains d'entre nous ne verront peut-être pas la fin de cette lutte. Mais nos noms résonneront dans les siècles à venir comme ceux qui ont osé dire non à l'injustice. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Puis Hélion s'avança, levant une lampe à huile. « Pour l'aube, dit-il, et la fraternité répéta d'une seule voix. Pour l'aube. » Tandis que la nuit tombait sur Athènes, un étrange calme semblait planer sur la cité. Mais dans l'ombre, le souffle du changement s'intensifiait. Les membres de la fraternité se préparaient, chaque geste empreint d'une gravité solennelle. Callias, assis seul avant l'heure fatidique, contempla les étoiles. Une prière silencieuse monta en lui, non pour demander la victoire, mais pour la force de mener ce combat jusqu'au bout. À mesure que la nouvelle lune s'approchait, le destin d'Athènes semblait suspendu. Le feu allumé par l'injustice d'Agathon était prêt à embraser la cité tout entière. Et au cœur de cette tempête imminente se tenait Callias, un homme devenu le symbole d'une liberté encore à conquérir. La nuit était tombée, enveloppant Athènes d'une obscurité profonde que seule la lumière vacillante des torches venait perturber. Sous ce voile nocturne, la fraternité de l'aube se mit en mouvement, non pas comme une armée hurlante, mais comme un souffle silencieux. Le plan était clair, frapper non avec le fer, mais avec l'esprit, éveiller les consciences au lieu de verser le sang. Dans les riches demeures des quartiers aristocratiques, des chaînes furent volontairement brisées, non dans un vacarme assourdissant, mais dans un silence chargé de défis. Les esclaves cessèrent de répondre aux ordres, abandonnant leurs tâches comme une réponse muette au siècle d'oppression. Des messages écrits à la hâte, des phrases issues des discours de Callias et des écrits d'Hélion furent glissés sous les portes ou laissés dans les cuisines des maîtres endormis. Nous ne sommes pas vos biens. Nous sommes des hommes. La liberté ne se donne pas, elle se prend. L'aube se lèvera pour tous. Dans le port, les esclaves travaillant aux cargaisons abandonnèrent leurs postes, laissant les marchandises s'entasser. Dans les marchés, ceux qui servaient dans les échoppes restèrent immobiles, refusant de bouger malgré les cris et les menaces.
Les Athéniens furent pris de court. Habitués à une obéissance silencieuse, ils ne savaient que faire face à cette révolte sans violence. La colère se heurta à un mur d'indifférence calculée, les menaces furent noyées dans le mépris des esclaves qui détournaient le regard, impassibles. Au milieu de cette agitation, Callias et Hélion circulaient entre les différents foyers de résistance. Dans une maison de l'aristocrate Timocrate, où Agathon avait subi son supplice, Callias se tenait face au maître désemparé. « Vous avez fait de nouveaux ombres » déclara-t-il d'une voix calme et ferme. « Aujourd'hui, ces ombres s'élèvent pour vous montrer la lumière que vous avez ignorée. » Dans le cœur d'Athènes, la fraternité réussit à transmettre son message par des moyens plus spectaculaires. Sur l'agora, des draps furent tendus entre les colonnes, arborant des mots gravés au charbon. La liberté est contagieuse. Elle commence par un murmure et finit par un cri. Des esclaves autrefois dispersés dans les tavernes, les entrepôts et les fermes se regroupèrent pour former des cercles de discussion au cœur de la nuit. Certains maîtres, confrontés à ces actes d'insoumission, furent d'abord tentés de punir, mais reculèrent face à la solidarité des esclaves. La peur changeait de camp. À la première lumière de l'aube, les rues d'Athènes portaient les marques de cette nuit mémorable. Partout, des symboles de la fraternité étaient gravés, une étoile entourée d'un cercle, symbolisant une unité indestructible. Les murmures avaient éveillé non seulement les esclaves, mais aussi certains citoyens libres, troublés par cette démonstration pacifique de force et de détermination. Quelques philosophes et poètes commençaient à questionner publiquement la place des esclaves dans la cité, tandis que d'autres exprimaient leur indignation face à cette remise en cause de l'ordre établi. Dans une cachette à l'extérieur des murs, la fraternité se réunit pour évaluer les résultats de la nuit. Agathon, encore marqué par ses blessures, se leva pour parler. « Ce que nous avons fait hier, ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, Athènes sait que nous existons. » Callias sourit, bien que son visage portât les traces de la fatigue. « La route est encore longue, mais nous avons franchi la première étape. La peur n'est plus notre allié. Elle est devenue celle de nos oppresseurs. » Alors que le soleil se levait, baignant la cité d'une lueur dorée, un sentiment nouveau flottait dans l'air. Ce n'était pas encore la liberté, mais un espoir timide, un murmure dans les rues d'Athènes. La nuit avait accompli son objectif, planter une graine. Et dans le sol fertile du mécontentement et de l'injustice, cette graine ne tarderait pas à croître, annonçant des jours où l'aube se lèverait pour tous. L'aube qui suivit la nuit des murmures apporta une agitation inédite à Athènes. Les rues bourdonnaient de conversations animées. Là où la cité n'avait vu que des esclaves soumis, elle découvrait désormais une force collective et un défi direct à son ordre établi. Sur l'agora, centre névralgique de la vie publique, les discussions devenaient houleuses. Des philosophes comme Socrate et Aristippe, déjà enclins à questionner les dogmes, prenaient timidement la défense des esclaves, argumentant que l'humanité transcende les statuts imposés par la société. Si un homme n'est libre, est-il supérieur par essence ? Questionna Socrate devant un groupe de citoyens intrigués. Ou bien est-ce la vertu, le courage et la justice qui définissent notre valeur ? Mais de l'autre côté, des aristocrates influents comme Timocrate, furieux des actes de la fraternité, exigeaient une réponse ferme. Laisser cette rébellion s'installer, c'est ouvrir les portes au chaos, tonna-t-il. Nous devons écraser cette insurrection avant qu'elle ne consume la cité. Athènes était désormais scindée, d'un côté, ceux qui voyaient en cette révolte l'opportunité d'une société plus juste, de l'autre, ceux qui y percevaient une menace pour leurs privilèges et leur pouvoir. Face à la montée des tensions, le Conseil d'Athènes convoqua une audience exceptionnelle. Tous les regards se tournèrent vers Callias, dont le nom résonnait comme celui d'un meneur de révolution. Escorté par des gardes mais sans chaîne, il entra dans la grande salle, les yeux rivés sur les figures les plus puissantes de la cité. Le chef du conseil, Aristoclès, ouvrit les débats. « Callias, fils d'aucun citoyen, toi qui n'as ni terre, ni lignée, pourquoi défies-tu les lois d'Athènes ?
le jeune esclave ne se laissa pas intimider. Il se redressa, sa voix claire résonnant dans la salle. Parce que ces lois, bien que gravées dans la pierre, sont faites par des hommes. Et ce que les hommes écrivent, ils peuvent aussi le réécrire. Callias poursuivit, les yeux parcourant l'assemblée. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne demandons pas vengeance, mais justice. Depuis des générations, nous avons construit vos maisons, cultivé vos champs, et soutenu vos familles. Mais nous l'avons fait sous la contrainte, privés de dignité et d'avenir. Si l'essence d'Athènes est la liberté, alors nous en sommes la contradiction vivante. Hélion, présent dans l'assistance, scrutait les visages des membres du conseil. Certains semblaient ébranlés par les paroles de Callias, d'autres, fermement campés dans leur hostilité. Un stratège se leva, les sourcils froncés. « Et que proposes-tu, jeune homme ? Que chaque esclave soit affranchi ? Que tous deviennent égaux aux citoyens, comme si des siècles de tradition n'avaient jamais existé ?» Callias répondit avec calme. « Je propose un dialogue. Je propose que nous soyons traités comme des êtres humains, pas comme des outils. Si Athènes veut rester la lumière du monde, elle doit se montrer digne de cette lumière. » Alors que les débats se poursuivaient au Conseil, l'agora était en effervescence. Des citoyens et des esclaves libres discutaient passionnément, parfois violemment. Des cercles de réflexion émergeaient, où les idées révolutionnaires de la fraternité trouvaient un écho inattendu. Mais la division était palpable. Des affiches réclamant des sanctions sévères contre les esclaves furent accrochées au mur des temples. Parallèlement, des messages anonymes soutenant la fraternité apparaissaient dans les ruelles. La journée s'étira en discussions sans fin. Finalement, Aristoclès leva une main pour réclamer le silence. « Callias, tes paroles portent en elles le poids d'une vérité que nous ne pouvons ignorer. Mais la cité est en péril. Nous avons besoin de temps pour délibérer. Jusque-là, toi et les tiens devaient rester pacifiques. Toute violence anéantirait votre cause. » Il acquiesça, bien qu'un soupçon de méfiance brilla dans ses yeux. « Nous resterons pacifiques, non par peur, mais parce que nous croyons que les idées peuvent vaincre les chaînes. » À la sortie du conseil, Callias fut accueilli par Hélion et plusieurs membres de la fraternité. Les murmures dans la foule indiquaient que son discours avait touché de nombreuses âmes. « Le conseil ne cédera pas facilement, » murmura Hélion en marchant à ses côtés. Callias répondit en fixant l'horizon, où le soleil déclinait lentement, « Non, mais aujourd'hui, nous avons semé le doute dans leur cœur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour allumer un feu. » Athènes, la cité autrefois unifiée sous la bannière de la démocratie, était désormais un champ de bataille idéologique. La lutte pour la liberté venait de franchir une nouvelle étape, et la fraternité savait que les jours à venir seraient cruciaux. Les jours qui suivirent l'audience au conseil furent marqués par une tension presque palpable dans l'air d'Athènes. Les discussions ne s'étaient pas arrêtées au seuil du conseil, elles s'étaient infiltrées dans chaque foyer, chaque marché, et même dans les temples où les prières mêlaient imploration pour la paix et crainte de l'inconnu. Callias et Hélion furent convoqués une nouvelle fois, cette fois dans une salle plus intime, loin des cris de l'agora. Autour d'une grande table en marbre, les membres les plus influents du conseil, dont Aristoclès et Timocrate, débattaient encore. Callias prit place, ses traits marqués par les nuits sans sommeil. Aristoclès ouvrit les négociations d'un ton solennel. « Nous reconnaissons la force de votre mouvement et l'impact de vos idées. Cependant, Athènes ne peut être ébranlée par la violence ou le chaos. Nous devons trouver un compromis. » Le compromis proposé fut simple, mais lourd de conséquences. Les esclaves qui avaient participé à l'insurrection seraient libérés, mais leur liberté serait conditionnée par une promesse de non-violence et un engagement à respecter les lois de la cité. Hélion, la voix empreinte de gravité, répondit. « La liberté n'est pas un privilège à négocier, mais un droit inaliénable. Cependant, si ce compromis peut ouvrir la voie à un changement durable, nous sommes prêts à l'accepter. »
Lorsque la nouvelle fut annoncée, une onde de choc traversa Athènes. Les esclaves insurgés furent rassemblés dans les quartiers de la fraternité pour entendre le verdict. Callias, debout devant la foule, les yeux brillants de détermination, prononça un discours qui marqua les esprits. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas une victoire totale. Nous fêtons un pas vers ce qui aurait dû toujours nous appartenir. La route est longue, mais elle commence ici, avec nous. Non plus comme esclaves, mais comme hommes et femmes libres. Les acclamations éclatèrent, mais elles portaient une note d'amertume. Beaucoup savaient que cette liberté ne s'étendait pas à tous les esclaves d'Athènes et qu'elle restait conditionnelle, fragile. Cette nuit-là, pour la première fois, la fraternité se permit de célébrer. Sous le couvert des étoiles, des chants et des danses s'élevèrent, mêlant joie et espoir. Hélion, pourtant habituellement si stoïque, sourit en voyant les visages illuminés autour de lui. Mais Callias restait en retrait, observant la scène avec un mélange d'émotions. Hélion le rejoignit, un gobelet de vin à la main. « Tu devrais célébrer, Callias. Ce que nous avons accompli aujourd'hui est historique. » Il hocha la tête, mais son regard resta fixé sur l'horizon. « Ce n'est qu'un début, mon ami. Tant que d'autres restent enchaînés, notre lutte n'est pas terminée. La liberté que nous avons obtenue aujourd'hui n'est qu'une brèche. À nous de l'élargir. » Le lendemain, Athènes se réveilla changée. Les marchés étaient remplis de murmures sur l'accord historique. Certains citoyens dénonçaient la faiblesse du Conseil, tandis que d'autres saluaient le courage des esclaves et de leurs partisans. Dans les rues, les anciens esclaves marchaient avec prudence, leur liberté encore si récente qu'elle semblait irréelle. Les regards étaient parfois emplis de respect, parfois de mépris, mais toujours de curiosité. Pour Callias, la liberté apportait un fardeau inattendu. Les regards de la fraternité se tournaient vers lui pour guider leurs pas. Les attentes étaient immenses, les obstacles encore nombreux. Dans l'intimité de leur refuge, Hélion posa une main sur l'épaule de Callias. « Tu as déjà fait plus que ce que beaucoup auraient osé. Mais souviens-toi, cette lutte n'est pas la tienne seule. Nous sommes à tes côtés. » Il releva les yeux, une étincelle de détermination dans le regard. « Alors continuons à bâtir une Athènes où aucun homme, aucune femme, ne sera jamais enchaîné. » Le compromis marqua une étape cruciale dans l'histoire de la cité. La fraternité de l'Aube, bien que libre, savait que son combat ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, elle pouvait marcher dans la lumière, prête à faire entendre sa voix dans une Athènes divisée, mais éveillée. La liberté, bien que conquise, n'offrait pas la paix promise. Les rues d'Athènes étaient encore marquées par des regards lourds de méfiance et des murmures venimeux. Les affranchis, malgré leur nouveau statut, étaient accueillis par une société qui peinait à les voir autrement que comme des serviteurs. Callias et Hélion, refusant de laisser cette liberté se réduire à un mot vide, décidèrent d'agir. Ils fondèrent une école dans un ancien entrepôt abandonné, qu'ils baptisèrent l'école de l'Aube. Là, hommes et femmes affranchis venaient apprendre à lire, écrire, et comprendre les lois de leur cité. L'éducation, selon Hélion, était l'arme la plus puissante pour consolider leur émancipation. Le premier jour, Callias s'adressa à ses nouveaux élèves. « Nous ne sommes plus des ombres. Chaque mot que vous lirez, chaque vérité que vous comprendrez, renforcera notre place dans cette cité. Personne ne peut nous enlever ce que nous saurons. » Mais l'initiative, bien que saluée par certains progressistes, attira également l'hostilité de ceux qui considéraient ces efforts comme une menace au fragile équilibre d'Athènes. Parmi les opposants les plus virulents se trouvait Criton, un citoyen influent et habile orateur. Propriétaire de nombreuses terres et ateliers où travaillaient encore des esclaves, il voyait dans l'émancipation des affranchis une menace directe à sa richesse et à son pouvoir. Dans une assemblée bondée, Criton s'exprima avec véhémence. Ce que ces hommes appellent liberté n'est qu'une révolte déguisée. Ils menacent notre cité, nos traditions, et le bon ordre qui nous a permis de prospérer.
Si nous leur cédons aujourd'hui, que réclameront-ils demain? Son discours enflamma de nombreux citoyens conservateurs. Un groupe secret se forma, jurant de mettre fin aux ambitions de Callias et de la fraternité. Les premiers actes de sabotage furent subtils. Des graffitis menaçants apparurent sur les murs de l'école, retournez à vos chaînes. Des fournitures furent volées, et des rumeurs calomnieuses circulèrent, insinuant que l'école était un lieu de complot contre la cité. Une nuit, alors que Callias rentrait de l'école, il fut attaqué dans une ruelle sombre par deux hommes masqués. Bien qu'il réussit à se défendre, il comprit que ses coups portaient un message. Il était devenu une cible. Hélion, en apprenant l'agression, rassembla les membres de la fraternité dans une réunion clandestine. Nous savions que la route serait ardue. Mais ce qui est en jeu dépasse nos vies individuelles. Si nous cédons à la peur, nous aurons perdu bien plus que notre liberté. Callias, le visage marqué par les contusions, se leva pour répondre. Nous savions que notre combat ne finirait pas avec la chaîne brisée. Si Criton et ses semblables veulent nous réduire au silence, ils devront comprendre que nous sommes plus qu'un groupe. Nous sommes une idée, et aucune lame ne peut la tuer. L'école devint alors un symbole de résilience. Malgré les menaces, les cours continuèrent, et de plus en plus d'affranchis vinrent chercher connaissance et espoir. Des alliés inattendus émergèrent parmi les citoyens libres, touchés par le courage de la fraternité. Mais dans l'ombre, Criton intensifia ses manœuvres. Il réunit des partisans influents pour convaincre le conseil que l'école de l'Aube était une menace directe pour la stabilité de la cité. Il s'associa même avec des factions violentes prêtes à faire disparaître Callias et Hélion si nécessaire. Une nuit, Callias reçut un message anonyme, « Quitte Athènes, ou tu ne verras pas l'aube ». Hélion, inquiet pour la sécurité de son ami, tenta de le persuader de fuir. « Ta vie compte plus que cette école. Tu as déjà fait tant pour nous. Laisse-nous porter ce fardeau. » Mais Callias, l'éclat déterminé dans ses yeux, répondit. « Si je fuis maintenant, je leur donne raison. Ils veulent prouver que nous sommes faibles, que nous ne méritons pas cette liberté. Mais je resterai, quoi qu'il m'en coûte. » Alors qu'Athènes continuait de se diviser, l'école de l'Aube devint une forteresse non pas de pierre, mais de savoir et de volonté. Les jours à venir promettaient des épreuves encore plus grandes, mais Callias et ses compagnons étaient prêts. Dans les ombres du statu quo, une lumière persistait, vacillante mais indomptable, portée par ceux qui avaient osé rêver d'un monde meilleur. La lumière du jour baignait l'agora d'Athènes alors que Callias se tenait sur les marches de l'Assemblée, entouré de citoyens venus écouter ses paroles. Les menaces qui pesaient sur lui n'avaient fait qu'attiser son courage. Le regard clair et la voix ferme, il s'adressa à une foule aussi divisée que la cité elle-même. « Athéniens, vous qui vous targuez de vivre dans la cité de la raison et de la justice, comment pouvez-vous tolérer l'esclavage? Laissez-moi vous poser une question, quelle est la valeur d'une démocratie qui prospère sur la souffrance de ceux qui n'ont ni voix ni droit? » Son discours, empreint de passion, ne laissait personne indifférent. Certains citoyens baissaient les yeux, confrontés à des vérités qu'ils avaient trop longtemps ignorées, tandis que d'autres murmuraient leur désaccord. Callias continua, implacable. La liberté ne peut être un privilège réservé à quelques-uns. Elle est le fondement même de ce que nous prétendons être, un peuple éclairé. Si nous n'abandonnons pas ces chaînes, nous ne serons jamais vraiment libres, nous non plus. Dans la foule, des jeunes hommes et femmes, sensibles à l'appel de la justice, furent profondément touchés par ces paroles. Loin des querelles de leurs aînés, ils voyaient en Callias un homme prêt à risquer sa vie pour un idéal. Parmi eux se trouvait Mélanor, le fils d'un stratège influent, qui approcha Callias après le discours. « Vos paroles ont éveillé en moi une vérité que je ne peux plus ignorer. Dites-moi comment je peux aider. » Callias, voyant en ce jeune homme un allié inattendu, lui répondit. « Parle. Utilise ta voix là où moi je ne peux pas aller. Change les cœurs autour de toi. La fraternité de l'Aube,
bien que fragmenté par les pressions extérieures, restait un symbole puissant. Des groupes isolés continuaient de se battre à leur manière, certains en écrivant des pamphlets clandestins, d'autres en organisant des actes de désobéissance pacifique. Hélion, fidèle conseiller de Callias, observa avec inquiétude les divisions au sein du mouvement. Nous avons semé des graines, mais le terrain est aride. Si nous ne faisons pas attention, nos idées mourront avec nous. Callias répondit avec un calme empreint de sagesse. Les graines que nous avons plantées ne germeront peut-être pas de notre vivant, Hélion. Mais elles prendront racine un jour, et leurs fruits seront la liberté pour tous. Criton, furieux de voir Callias gagner en influence, redoubla d'efforts pour discréditer son mouvement. Il organisa des rassemblements où il dénonçait la fraternité comme une menace à l'ordre public et à la prospérité de la cité. Ces idéaux ne sont que des chimères, clamait-il devant des foules en colère. Si nous détruisons nos fondations, Athènes s'effondrera. Mais les mots de Criton, bien qu'influents, ne suffisaient plus à étouffer les idées qui se propageaient comme un feu sous la cendre. Alors que les mois passaient, la lutte pour l'abolition totale de l'esclavage continuait de diviser la cité. Callias, bien qu'épuisé par les combats politiques et les menaces incessantes, ne fléchit pas. Dans une lettre destinée à ses compagnons de la fraternité, il écrivit : « Nous avons changé quelque chose de profond dans cette cité. Même si nous échouons aujourd'hui, Athènes ne sera plus jamais la même. Les idées, une fois semées, sont immortelles. » Un soir, Callias regarda l'horizon depuis l'acropole, Hélion à ses côtés. « Penses-tu que nous verrons un jour une Athènes sans esclaves ? Demanda Hélion. Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Peut-être pas. Mais ce que nous avons fait d'aujourd'hui guidera ceux qui viendront après nous. Et cela suffit. » Là, sous les étoiles qui avaient été témoins de leur lutte, Callias sentit une étrange paix. Il savait que le chemin vers la liberté totale était long et semé d'embûches. Mais il comprenait aussi que la véritable révolution ne se mesurait pas en victoires immédiates, mais en leçons transmises à ceux qui porteraient le flambeau après eux. Ainsi, alors que les murmures de changement résonnaient dans toute Athènes, l'histoire de Callias et de la fraternité de l'Aube commençait à se graver dans la mémoire collective, non comme une fin, mais comme un début.